Jenna Ortega se fait fortement harceler en ce moment. Hollywood réfléchit à freiner sur l'utilisation d'intelligence artificielle et plein d'autres actualités. Salut à tous, ici Reg, on parle de cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo avec plein de sujets différents. J'ai envie de commencer avec la bande-annonce d'un film qui m'intéresse personnellement. Pourquoi ? Parce que ce film s'appelle Shelby Oaks et il y a un truc qui est important pour moi par rapport à ce projet. Pour faire simple, c'est l'histoire d'une femme qui reçoit des cassettes à la maison, des cassettes qui contiennent des crimes horribles. On a l'impression, on ne sait pas ce qui se passe, c'est un film d'horreur, de mystère, en sort de huis clos mais pas trop non plus. Bref, il y a trop d'interrogations, mais la bande-annonce m'a donné envie, ça a l'air pas mal, je trouve objectivement en tant que film. Cependant, pourquoi j'ai envie de soutenir ce projet, j'espère qu'il sortira en France, c'est qu'il est réalisé par Chris Stuckman, qui est l'un des youtubeurs qui m'a donné envie il y a déjà 13 ans de commencer à parler cinéma sur les réseaux sociaux. C'est grâce à lui et Jeremy Jones, dont j'ai volé évidemment la miniature au fond rouge pour mes critiques. C'est grâce à lui aussi, je regardais beaucoup ses vidéos à l'époque, moins parce que maintenant en fait il bosse sur des projets, des films et tout. Mais c'est lui qui m'a inspiré aussi à faire ma chaîne YouTube. Et je voulais en parler un petit peu parce que j'aimais beaucoup ses vidéos, ses critiques. Et j'ai hâte de voir son projet qui a l'air vraiment pas mal pour le coup. Ça aurait été un gars que j'aime bien, enfin j'ai jamais parlé de ma vie, mais ça aurait été un gars que j'aime bien qui est un projet de merde, je l'aurais dit. Mais là, le projet a l'air cool, il a déjà fait des courts-métrages pour le coup d'horreur, donc ça a l'air pas mal. Et on a eu plein d'autres bandes annonces aussi, on a eu celle de Ella McKay, qui est donc l'histoire de cette femme très jeune qui devient gouverneur, mais en même temps elle a un trauma générationnel, son père revient dans sa vie, et visiblement c'est lui qui l'a beaucoup traumatisé, et il y a l'air d'avoir plein d'histoires autour de cette famille, ça a l'air mignon, rigolo, un peu touchant, un peu léger mais dramatique à la fois. Ça a l'air pas mal et ça vient du coup de James L. Brooks qui a gagné 3 Oscars à l'époque pour Terms of Endearment, qui est un film extrêmement populaire, connu, qui est vraiment bien pour le coup. Mais voilà, juste pour ça, pour le réal, je me dis ça peut être sympa. Alors le mec a pas fait énormément de projets ces dernières années, en tout cas je les ai pas vus, mais à l'époque, les années 80-90, c'était quand même un cadre du genre. Là, why not, ça a l'air pas dégueu et je pense que ça peut être mignon aussi. Il y a eu la bande-annonce de Rental Family, et c'est marrant parce que Rental Family, c'est donc l'histoire de Brendan Fraser, qui est une sorte de mauvais acteur ou d'acteur un peu loser, qui trouve pas vraiment du bon travail. On sait pas si c'est parce qu'il est pas bon, ou si c'est parce que c'est le Japon, ou des choses comme ça. Il y a un côté un peu Lost in Translation, vous savez, avec Bill Murray, mais plus en mode loser, mais pas méchant non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, regardez la bande-annonce, ça a l'air pas mal de ce point de vue-là, mais qui est en train de jouer un nouveau rôle, le rôle du père d'une fille, et ça sera évidemment l'histoire de cette famille, qu'est-ce qu'il va faire autour, lui qui joue par rapport à ça. Ça peut être mignon, ça peut être rigolo, et j'ai l'impression qu'il joue déjà mieux que dans The Whale. Alors je sais que The Whale, il a gagné l'Oscar et tout, mais il méritait pas pour ce rôle. Là, il a l'air plus touchant, il a l'air vraiment très bien dedans, j'ai hâte de voir ce film, ça a l'air vraiment pas mal, et je pense qu'on peut facilement chialer devant, ça a l'air aussi d'être un peu feel good à la fois, je pense vraiment que ça peut être bien, j'espère qu'il sortira en France. Aussi, on a The Cut avec du coup Orlando Bloom qui joue une sorte de boxeur désabusé qui revient pour concourir de nouveau, qui va subir, t'as l'impression, son entraînement, sa diète, et qui va essayer de nouveau de faire face à ses démons et de gagner des combats. Il y a un côté un peu Southpaw, je crois que c'est Rage au ventre en français avec Jake Gyllenhaal. Pourquoi pas, ça peut être divertissant, ça peut être sympathique. Il y a quelques visuels un peu moches, mais en réalité, je pense que ça peut être divertissant aussi à voir lorsqu'il sortira, s'il sort en France encore une fois. On a Him aussi qui s'est montré, qui est l'histoire d'un jeune sportif de football américain qui, t'as l'impression, signe un pacte avec le diable, une sorte de pacte un peu faustien pour devenir un professionnel, pour gagner en popularité, pour être le meilleur. Mais il se passe beaucoup de choses, forcément, il y a plein de choses violentes, psychologiques. On ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, mais on dirait vraiment un contrat avec le diable pour son succès, sa popularité. Ça peut être divertissant. D'un point de vue esthétique, ça a l'air pas mal du tout, donc pourquoi pas, à garder un œil dessus. J'espère qu'il sortira en France aussi. Timothée Chalamet et James Mangold, qui ont récemment travaillé sur Un Parfait Inconnu, vont potentiellement retravailler ensemble. Cette fois-ci, Timothée Chalamet pourrait jouer un ancien pilote de moto GP qui débute une nouvelle vie en tant que braqueur et escroc qui s'enfuit sur des superbikes. Visiblement, bon, c'est encore en négociation, mais ça peut le faire. Et j'ai bien aimé la collaboration Mangold-Chalamet, c'était pas mal dans le précédent film, même si j'ai pas adoré le film. Mais là, ça peut être assez divertissant à voir si ça va se faire. James Cameron a confirmé que le prochain film qu'il fera après Avatar 3 sera bel et bien Ghost of Hiroshima. Et c'est ça qui est assez fort, c'est qu'enfin il va faire autre chose qu'Avatar, c'est confirmé. Et en même temps, il va pouvoir travailler sur un projet qui lui fait peur. Il a dit, ce projet lui fait peur par l'importance historique. Ça sera un projet, encore une fois, full 3D d'après lui, parce qu'il veut montrer les explosions nucléaires, le choc, et je pense qu'on va prendre plein la gueule. Mais pour lui, la motivation, c'est de montrer l'atrocité de la bombe nucléaire, c'est de montrer à quel point c'est affreux
horrible et de faire ce rappel qui est important à ses yeux. Ça fait 80 ans, mais il veut que le monde n'oublie jamais. Donc il va faire un film à haut budget qui va montrer ces explosions et donc suivre l'histoire de cet homme qui a survécu à Hiroshima et Nagasaki. C'est une histoire vraie. Le livre est d'ailleurs sorti cette semaine. Je crois qu'en version anglaise pour l'instant, je suis pas sûr. Mais voilà, le livre est disponible. Ça sera une adaptation du livre. Il a rencontré encore une fois la vraie personne qui a survécu il y a tant d'années. Et là, il veut faire ce film là bientôt. Donc je pense que pour 2027, 2028, on aura ce projet. Ensuite, Avatar 4 en 29, Avatar 5 en 31, s'il décale pas. Ça fait bizarre de dire Avatar 5 en 31, quoi. 31, ça me fait un peu bader. Mais voilà, le projet va se faire. Il est un peu inquiet, mais c'est aussi ça qui lui donne envie. Il pense que c'est un film important sur la mémoire. Il a d'ailleurs lancé une sorte d'appel à Christopher Nolan pour qu'il discute de la bombe atomique et tout. Ça peut être dingue, parce que moi j'adore James Cameron de toute façon, hein, tout ce qu'il a fait. Donc pour un projet comme ça, je lui fais confiance. Après, il faut se poser des questions éthiques sur est-ce que montrer l'explosion nucléaire comme ça, c'est quelque chose qui est à la fois déstabilisant parce que c'est impressionnant, c'est violent, c'est brutal, et en même temps c'est quelque chose que tu fais pour l'argent, le spectacle. Il y a un truc par rapport à ça qui, voilà, éthiquement on pourrait en discuter, mais le projet va se faire et j'ai hâte de voir ça parce que Cameron et le projet a l'air dingue de manière générale. Greenland 2 a une date de sortie aux États-Unis, il va sortir en janvier 2026. Étonnamment, Greenland, que j'ai vu au cinéma à l'époque, était sympa, ça allait. C'était pas horrible, c'était divertissant, il y avait un peu de cœur et tout, c'était pas mal en termes d'action aussi, donc pourquoi pas Greenland 2, je sais pas ce qu'ils vont raconter, mais pourquoi pas. Spider-Punk a été annoncé en tant que projet d'animation, et c'est intéressant parce que ce sera le premier spin-off de l'univers Spider-Verse, et j'espère que ce sera le film le plus punk, rock, révolutionnaire possible, et Daniel Kaluuya sera co-scénariste. Daniel Kaluuya qui a un peu disparu ces dernières années, le mec a gagné un Oscar et a complètement disparu. C'est trop bizarre, mais là il revient en tant que co-scénariste. Alors s'il avait réalisé un projet avec un autre mec récemment, mais en tant qu'acteur, c'est vrai qu'on l'a pas vu et j'ai pas vu son projet qu'il a co-réalisé, mais il sera de retour en tant que scénariste. Pourquoi pas en tant que projet, ça peut être vraiment cool. De toute façon, c'est lui qui fait la voix du personnage dans la VO du film, donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça sera très très bien aussi. Keiji Apa jouera Jimmy Stewart dans un biopic sur sa vie en tant qu'acteur avant It's a Wonderful Life, et pourquoi pas en réalité l'idée de faire un biopic sur un mec comme ça. Par contre, moi, c'est que l'acteur, je le connais quasiment pas. Je connais sa tête et tout, je connais de Riverdale, mais je connais pas ce qu'il a fait autour. Je sais pas si c'est un bon acteur par rapport à ça, mais pourquoi pas, ça peut être un projet intéressant. S'ils le font bien, sérieusement, Jimmy Stewart, c'est une icône évidemment de l'ancien Hollywood, donc why not. Et si on parle d'une icône d'Hollywood qui s'est vraiment cassé la gueule, donc je parle pas de Jésus, mais de La Passion du Christ, partie 2 et 3 en théorie, même si du coup ça sera La Passion du Christ 2 partie 1 et 2, mais c'est Mel Gibson qui a confirmé que ça sera coupé en 2 parties, son prochain film, avec une sortie en mars 2027 et en mai 2027. Et quand vous écoutez Mel Gibson un peu maintenant, il est un peu fou, disons les choses, il est dans son délire conspirationniste, complètement fou, bah c'est un délire, hein, c'est un Trumpiste à mort et tout, c'est assez inquiétant, il est hyper religieux, même un peu trop. Il a tout le côté religieux hein, dans tous ses films, on l'a vu, hein, tous les films dans lesquels il a joué, genre Braveheart par exemple, que j'ai revu récemment, c'est littéralement Jésus, c'est pas ce mec roi d'Écosse, hein, c'est littéralement Jésus dans le film. Donc à un moment, moi j'ai beaucoup aimé tous ces films à Mel Gibson, sauf son dernier là, qui était tout pourri là dans l'avion avec Mark Wahlberg, j'ai complètement oublié le nom alors qu'il est sorti cette année. Moi j'ai aimé tous ces films, je pense que c'est un bon metteur en scène. Hacksaw Ridge, Apocalypto, La Passion du Christ et tout, Braveheart, moi c'est des films que j'aime beaucoup. Donc là, qu'il fasse La Passion du Christ 2 et 3, en théorie, pourquoi pas. Mais il a aussi dit qu'il allait dans un délire potentiellement vraiment spirituel, Jésus qui sort des enfers et tout. S'il arrive à se faire un kiff en mode, comme il a dit, hein, c'est pas moi qui invente, en mode LSD à fond sur Jésus, là je suis chaud. Je me dis pourquoi pas, ça peut être divertissant, ça peut être cool, à voir ce que ça va donner. Mais vu son dernier projet tout pourri, ça m'inquiète un petit peu. Et j'espère que le film sera en araméen. Malheureusement, il a aussi dit que potentiellement, en termes de financement et tout, ça sera compliqué de faire un film en araméen aujourd'hui. Et peut-être il le fera en anglais, mais ça serait bien qu'il fasse en araméen, comme le premier film. Rappelez-vous à l'époque. Enfin, rappelez-vous, je sais même pas si j'étais né, je sais plus c'est quelle année La Passion du Christ. Mais comme Apocalypto. Apocalypto, c'était dans la langue, je sais plus quelle langue pour le coup, mais c'est dans la langue locale de l'époque, c'était dingue. Donc j'espère qu'il va aller dans cette direction aussi. C'est un projet qui peut m'intéresser. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le tournage va bientôt commencer. Et les 2 films sortiront du coup en 2027, début 2027. On est la bande-annonce de Highest to Lowest de Spike Lee, qui sortira malheureusement que sur Apple TV+, en France, le 5 septembre. C'est une adaptation plus ou moins du film de Kurosawa, High to Low, qui est, je crois, entre le ciel et les enfers en français. Je sais plus exactement, j'ai jamais vu le film avec le titre français. Mais d'ailleurs, il ressort la même semaine hein, en 4K au cinéma en France. Donc vous avez l'occasion de voir le Kurosawa et de voir la version américaine de Spike Lee. Et vu la bande-annonce, honnêtement, qui a l'air pas mal, c'est pas du tout le même film. Alors oui, il y a des liens, évidemment, c'est une version américaine du truc, mais il y a des grosses différences stylistiques et tout.
C'est pas comme son film Old Boy qui était vraiment... Enfin, je l'ai pas vu, mais qui était vraiment la même chose. Quand tu regardes des images et tout, c'est vraiment la même chose. Donc celui-ci peut être intéressant. C'est vraiment une sorte de réadaptation à la Spike Lee plutôt qu'un copier-coller comme Old Boy. Donc why not? On a aussi eu la bande-annonce du prochain projet de Noah Baumbach qui sort sur Netflix le 5 décembre, si ma mémoire est bonne. Ça s'appelle Jay Kelly avec évidemment George Clooney, qui raconte l'histoire de cet acteur qui est beaucoup moins populaire aujourd'hui, qui fait moins de choses. Écoutez, moi, Noah Baumbach, j'ai du retard sur sa filmo. Il y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés de lui, mais j'ai pas vu les précédents. Là, ça me donne moins envie. Depuis qu'il est sur Netflix, de toute façon, j'ai moins envie de le voir, généralement. Donc j'ai des projets de retard, mais pourquoi pas. Si le film a un bon bouche à oreille, je le regarderai, évidemment. Et peut-être même je le regarderai, parce que s'il est pas très très long, ça peut être sympa. En parlant de bouche à oreille, Andor est la seule série Star Wars qui a vraiment cartonné en termes d'audience par rapport à sa croissance de manière générale. Andor a augmenté sa popularité de 40% de la saison 1 à la saison 2, ce qui est assez dingue. Si vous comparez à d'autres séries comme Obi-Wan, lors de la diffusion, ça a baissé de 16%, Ahsoka de 31% lors de la diffusion, et Acolyte, 33% lors de la diffusion aussi. Andor est vraiment la seule série qui a performé à donf récemment. On compte pas de Mandalorian et ils n'ont pas donné de chiffres pour de Mandalorian d'ailleurs, mais je pense que la saison 3 de Mandalorian, pas grand monde l'a vu. Mais Andor a vraiment cartonné. Et ben voilà, quand vous faites une bonne série qui intéresse les adultes et qui intéresse les gens qui sont pas toujours que fans de Star Wars, si je fais pas une série pour enfants, les gens adorent, regardent et ça cartonne, c'est un véritable succès. Donc je suis très très content parce que la série le mérite. Et si on parle d'audience et de stats, Disney ne va plus donner le nombre d'abonnés. Voilà, à chaque semestre pour les financeurs, en tout cas dernière nouvelle, hein, mais les investisseurs vont devoir avoir d'autres informations parce qu'en fait ils gagnent plus trop d'abonnés, quoi. Ils gagnent 1 million par-ci par-là, c'est pas énorme. Et si on parle d'un acteur de Star Wars, on a évidemment Temuera Morrison qui est actuellement à l'affiche de Chief of War sur Apple et c'est très bien pour l'instant Chief of War. J'en parlerai évidemment quand la série sera terminée, mais c'est pas mal pour l'instant. Il a dit qu'il aimerait bien rejouer Boba Fett un jour. Je pense qu'il va rejouer Boba Fett, je pense qu'il le mérite et je suis content que l'acteur, qui est plutôt bon, honnêtement, dans tout ce que j'ai vu de lui, je suis content qu'il ait du travail parce que c'est un mec qui a beaucoup galéré et maintenant qu'il y a de plus en plus de productions hollywoodiennes sur des populations de la Polynésie, il a beaucoup plus de travail qu'à l'époque et c'est mérité. D'ailleurs dans le Chief of War, il joue le roi de ce peuple et c'est génial, je pense qu'il le mérite, c'est cool, je suis très content pour lui et dès qu'il y a des personnages de Polynésie comme dans Aquaman, c'est lui qui joue dedans, donc je suis content pour lui et j'espère qu'il va rejouer Boba Fett. Non pas que j'ai envie de revoir Boba Fett, j'en ai rien à faire de Boba Fett, mais juste pour l'acteur qui a l'air vraiment très très cool et bonne vibe, pour lui je suis content. Alien Earth visiblement est très bien vu les critiques, on en parlera ce mercredi, je ferai une critique de l'épisode 1, je sais pas s'il diffuse 3 épisodes ou juste un épisode, mais je ferai la critique dans tous les cas. Et ensuite, j'essaierai de faire semaine par semaine. Mais je ne suis pas sûr, je confirme pas pour l'instant, on sait jamais. Et je vais aussi rater une semaine parce que je vais prendre une semaine de vacances en réalité. Donc je verrai en fonction de si ça intéresse les gens, comment je vais faire. Mais je vais parler de Alien Earth, c'est une évidence, c'est une série que j'attends beaucoup. Mais on sait maintenant que Alien Earth va ignorer le canon officiel. Il y avait des rumeurs par rapport à ça, mais vu que maintenant les gens ont vu la série, ils ont confirmé que oui, Alien Earth ignore beaucoup du canon officiel, que ce soit Prometheus et autres. Alors, ça se passe pendant Aliens, donc le deuxième film. Et peut-être il y aura un respect, un mélange, mais il y a certaines choses qui sont faites de manière à ce que la série soit plus ou moins indépendante, avec des liens évidents, hein, mais ça sera vraiment sa propre capsule, et ça peut être intéressant. Il y a des gens qui disent que c'est l'Andor de l'univers Alien, et moi ça m'a donné envie juste d'entendre ça, je sais pas si ça sera au niveau d'Andor, mais j'ai hâte de voir Alien Earth ce mercredi, on en parlera en plus de toutes les autres critiques de projets qui sortent la semaine prochaine, il y en a pas mal, pour le coup, Together, y a-t-il un flic et tout. Il y a aussi Matt Smith qui a rejoint le casting de Star Wars Starfighter, un projet avec Ryan Gosling, Mia Goth, et il va jouer le méchant. Moi j'adore Matt Smith, hein, je trouve que c'est un acteur formidable, il mérite tout son succès, il est génial. Cependant, encore une fois, Star Wars Starfighter, c'est Sean Levy qui réalise. Il y a un moment, qu'est-ce que vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Donc ça m'inquiète que le seul projet Star Wars qui est en train de se faire littéralement, c'est Sean Levy. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu fou? D'ailleurs, il y a une rumeur disant que maintenant Star Wars, ça sera un peu comme le MCU, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de projets et avoir une sorte d'Avengers à la fin. Ok, super, ça m'angoisse un petit peu, mais content pour Matt Smith en tout cas qui va prendre son chèque. On sait comment les acteurs britanniques adorent recevoir des chèques, ils n'ont pas assez ouvertement, et je suis content pour lui parce qu'il peut jouer un très bon méchant, mais Sean Levy, pour moi, ça me refroidit complètement. Si on parle de méchant, il faut parler de la Warner. Pourquoi? Parce que Hit 2 est en galère financière. Alors oui, Hit 2, vous savez, le livre est sorti il y a quelques années déjà, ou l'année dernière, je ne sais plus exactement, mais Michael Mann veut faire la suite, c'est lui qui a écrit le bouquin, il veut faire la suite au cinéma, mais en termes de financement, ça galère parce que la Warner ne veut pas dépenser 170 millions pour le projet, alors qu'ils financent des bouses à droite à gauche, hein, rappelez-vous, hein, tous les trucs qui sortent de la Warner qui sont tout pourris, mais ils savent que Hit 2 ça n'a pas aussi bien marché, ce qui est vrai probablement. Mais ils réfléchissent donc à avoir un cofinancement avec Apple, comme ils ont fait pour F1, qui F1 était un succès hein, pour le coup, par rapport au box-office, mais pas que, surtout par rapport au partenariat qu'ils ont fait, le sponsoring et tout.
Mais même avec un cofinancement d'Apple, en fait, ils aimeraient bien avoir DiCaprio. Parce qu'avec DiCaprio, là, ils pourraient financer le projet. Et DiCaprio, il aimerait bien bosser pour Michael Mann, ce qui est compréhensible. C'est l'un des plus grands réalisateurs en activité. Donc, si Heat 2 se fait, il y a de fortes chances que ce soit avec DiCaprio, à voir. Et si c'est sans DiCaprio, ça sera Warner et Apple. Mais évidemment, sortez ce film en salle, quoi. Heat 2, enfin moi je suis fou, hein. Il faut Heat 2, donc j'ai hâte de voir le casting du projet, ça peut être hyper intéressant. Et une nouvelle assez folle concernant Dune 3 qui est en plein tournage, visiblement ça ne sera pas filmé avec des caméras numériques IMAX, mais en IMAX 70 mm. Et ça c'est assez fou pour plein de raisons, qualité d'image, enfin bref, le format de manière générale et tout. J'en ai parlé régulièrement dans mes vidéos, mais si ils ont une vraie sortie IMAX 70 mm, comme ils ont fait pour Sinners, comme ils vont faire pour l'Odyssée, le prochain projet, 70 mm, ça peut être dingue. Ça peut être vraiment impressionnant, ça peut être complètement fou. J'espère que c'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs et visiblement c'est vrai, mais ça serait absolument magnifique de faire ce genre de projet comme ça. Et ça va aussi obliger le réal de Villeneuve à plus travailler dans le dur. Alors non pas que tu peux pas mettre des effets spéciaux sur évidemment la pellicule, bien sûr que si, mais il aura cette envie de faire des choses un peu plus... on va dire réel et avec plus d'effets pratiques et tout, comme il a fait pour les 2 premiers Dune, mais là encore plus, à voir ce que ça va donner. Je suis curieux de savoir s'ils vont tourner autre parc à Budapest. J'ai fini ma vidéo sur la Jordanie parce que je suis allé voir les lieux de tournage de Dune dans le désert. La vidéo sort dans quelques semaines, mais je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça et si c'est une caméra IMAX 70 mm. Ça peut être génial. Et un petit point jeu vidéo avec Mafia The Old Country qui est sorti aujourd'hui lorsque vous regardez cette vidéo, mais lorsque je filme, on n'a pas encore les critiques, qui va durer 10 heures pour l'histoire principale et 13 heures pour les quêtes secondaires au total, 13 heures, ce qui est assez fou. Ça fait plaisir que des jeux comme ça durent une durée normale, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment dépenser de l'argent pour des jeux vidéo et jouer pendant des dizaines d'heures, mais pour moi ce genre de jeu c'est parfait. Si je peux le faire en un week-end, demain ou samedi je le commence et je me le fais en live et j'en fais une critique et c'est top quoi. Mais avoir les critiques, j'espère qu'elles seront positives. Si c'est le cas, je le prendrai sûrement et je le ferai en live. S'il faut parler maintenant de l'IA à Hollywood, j'en parle régulièrement, mais je pense que c'est un sujet important. Disney a voulu utiliser l'IA pour Tron Ares, mais vu que l'IA a vraiment mauvaise réputation, ils ont décidé de changer d'avis. Voilà, preuve que l'harcèlement fonctionne. Non mais blague à part, c'est bien de gueuler sur l'IA. Je pense que c'est important parce que les studios remarquent que les gens n'aiment pas et refusent d'utiliser l'IA. Et je trouve que c'est une très bonne chose en réalité. Oui, à force, l'IA va gagner, je pense, mais si on continue de critiquer l'IA, de se moquer de l'IA et tout, et faire un bad buzz envers les studios qui utilisent l'IA, je trouve que c'est une très très bonne chose. Et vous voyez des studios comme Disney qui disent « Ah bah non, au final, il n'y aura pas d'IA dans Tron Ares, on va embaucher des vrais gens qui vont travailler dessus et tout. » Donc je pense que c'est une très très bonne chose. J'ai hâte de voir la suite de ces histoires, voir s'ils vont continuer dans cette direction, parce qu'ils sont un peu frileux. Et surtout, il y a un truc que les studios ont compris, c'est que si eux utilisent l'IA, c'est-à-dire qu'aussi d'autres studios ont utilisé l'IA en volant leur propriété intellectuelle. Et ça les fait flipper aussi, j'en parle dans quelques secondes. Et il y a aussi une histoire par rapport à Dwayne The Rock Johnson qui devait jouer Maui et qui va le jouer, mais il devait pas vraiment le jouer en réalité, parce qu'il devait être en mode deepfake sur le visage d'un cascadeur ou d'une doublure de manière générale durant tout le film. Donc il allait juste mettre son visage sur un Maui qui ressemble plus dans la vraie vie au Maui d'animation, et je pense que c'est une idée de merde. À la base, Dwayne était ok pour ça, mais pour des raisons de données personnelles et pour des raisons de manière générale de copyright, ils ont décidé de pas le faire, et je pense que c'est une très bonne idée de pas le faire. Je veux dire, c'est bon, il ressemble déjà à Maui. C'est ok, genre c'est pas grave s'il est peut-être un peu moins gras entre guillemets ou moins large et tout, on s'en fout. Tu lui mets une perruque et ça le fait de ouf en réalité. Genre, il ressemble déjà au mec. C'est ok, il y a aucun problème. Pas besoin de faire un deepfake pour avoir un Maui encore plus stock et tout. Non, c'est déjà très bien. Je sais pas pourquoi ils se sont pris la tête et tout. Je pense que c'était une raison de moins bosser pour lui ou un truc comme ça. Mais non, c'était très très bien. Genre, c'est un bon choix de casting. Pour une fois, ils ont un choix de casting qui ressemble déjà au personnage, qui respecte la culture du personnage, qui est rarement mise en avant, mais de plus en plus, et qui en même temps est le même acteur que dans le doublage et tout. Top. Pour une fois, ils ont quand même voulu le remplacer. Je trouve ça assez dingue. Mais bon, c'est particulier. Et si on parle de copyright, c'est Universal qui a décidé de mettre, d'un point de vue légal, dans tous ses films au générique, qu'il sera interdit d'utiliser la propriété intellectuelle d'Universal pour entraîner des IA. Et Universal va porter plainte contre toutes les entreprises d'IA qui vont entraîner sur leurs œuvres de manière générale. Et je pense que c'est ça aussi qui va motiver les studios à pas utiliser d'IA. C'est-à-dire que si eux utilisent de l'IA et donc volent la propriété intellectuelle d'autres studios, tous les studios vont s'entrevoler entre eux et ça va être le bordel. Là, les studios se disent non, en fait, notre IA et notre propriété intellectuelle ne doivent pas se mélanger. Si on fait des IA, ce sera pour des algorithmes et autre chose.
Et en même temps, on veut pas que l'IA des autres vole notre contenu. Donc au final, personne ne vole, personne ne prend, et on reste chacun dans notre coin avec notre propriété intellectuelle, parce qu'en fait, c'est ça qui donne de la valeur à ces boîtes, c'est pas les films en soi, c'est la propriété intellectuelle. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, et j'espère que tous les studios vont suivre ce mouvement et dire ok, pas d'IA chez nous, pas d'IA chez vous, et encore moins sur nos projets, et je trouve que c'est très très bien en réalité, donc j'espère que ce sera vraiment l'avancée pour Hollywood d'un point de vue technologique, culturel et éthique, et j'espère qu'on va gagner cette bataille qui est du vol, encore une fois. J'ai fait une vidéo sur l'IA il y a quelques mois, c'est du vol, et il y a plein d'autres arguments, mais voilà, j'en ai parlé juste du point de vue du cinéma. Et maintenant, j'ai envie de parler de Jenna Ortega qui se fait harceler à cause de ce shooting photo lors d'une avant-première de mercredi où elle était maquillée en mode mercredi, alors pas par rapport à son personnage, mais en mode un peu Tim Burton, mercredi, un maquillage un peu lugubre et tout pour mettre en avant des caractéristiques, voilà, peut-être un peu plus squelettiques, entre guillemets, avec moins de sourcils, des choses comme ça. Donc, elle était dans le thème Tim Burton. Voilà, c'était vraiment le thème, c'était le but avec sa tenue aussi, c'était le thème Tim Burton. Elle s'en prend plein la gueule pour deux raisons. Premièrement, il y a plein de gens qui disent que maintenant elle ressemble plus à ce qu'elle ressemblait à l'époque, qu'elle est moche, elle fait trop de chirurgie esthétique. Premièrement, si vous comparez une femme de 22 ans, je crois qu'elle a aujourd'hui, à des photos d'elle lorsqu'elle avait 16 ans, vous êtes un pédophile. Vous dites qu'elle était plus jolie quand elle avait 16 ans, vous aimez les enfants. Voilà, moi je le dis, vous aimez les adolescentes, ce qui n'est pas normal en tant qu'adulte, disons les choses. Et ensuite, quand vous voyez une femme qui est jolie, vous vous dites elle est moche, il y a un autre problème. Alors chacun ses goûts, mais il y a un moment, qu'est-ce que vous avez à dire sur les gens de manière générale ? Et ensuite, mis à part cette campagne d'harcèlement horrible, et je vais vous montrer une autre image après, quel est fait de la chirurgie esthétique ou pas ? C'est quoi le souci ? Parce que là, vous vous attaquez à la personne. Vous attaquez pas à l'industrie, vous attaquez à la personne. Si d'un coup, vous faites des montages, des images horribles sur elle, comme j'ai vu juste après, regardez ce genre de truc stupide, où il la compare à elle qui était enfant d'ailleurs, ce qui est ridicule, en me disant, voilà, elle va faire de la chirurgie esthétique encore plus et plus, alors que si vous regardez d'autres photos d'elle, aux mêmes avant-premières, la même semaine, elle a pas du tout la même gueule. C'est juste que là, c'est le maquillage, la photo, le teint et tout, mais les autres images, et encore dans mercredi, elle a pas du tout la même gueule. Le tournage s'est fait il y a pas si longtemps que ça. Donc juste regarder d'autres photos d'elle, elle a pas du tout la même gueule. Mais c'est juste que les gens en profitent avec une photo qui, voilà, on pense qu'elle a fait chirurgie esthétique pour se moquer d'elle et tout. Mais ça, vous vous moquez d'elle. Vous vous moquez pas, au fait, du système. Parce que je pense que c'est important de critiquer le système de la chirurgie esthétique qui fait que plein d'acteurs et actrices sont obligés d'en faire pour être populaires, pour ne pas vieillir, pour atteindre des canons de beauté hollywoodiens, chose qui n'existe pas dans le reste du monde, hein, beaucoup moins, genre au Royaume-Uni, en France, c'est les chirurgies esthétiques, il y en a, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et c'est un vrai problème, surtout quand c'est une actrice non blanche qui doit faire la chirurgie esthétique pour avoir des rôles de plus en plus intéressants. C'est un vrai souci, c'est la vérité. Donc critiquez le système, mais pas les gens. Critiquez vraiment ça, critiquez cette industrie à chirurgie esthétique qui détruit des Américains, qui crée des complexes, psychologiquement qui est néfaste et tout. Critiquez ça plutôt que le physique des acteurs et tout ça, c'est ridicule. Ça, vous critiquez pas le système, vous critiquez vraiment une enfant versus, voilà, elle qui visiblement va changer des choses comme ça. C'est ridicule. Et ça a fait des centaines de milliers de likes sur les réseaux sociaux, tous voire des millions de likes, c'est assez tragique. Et deuxièmement, vous ne savez pas en fait. Même si elle en a fait, vous ne savez pas. Regardez, Chadwick Boseman, avant de mourir, il était super maigre, les gens disaient qu'il a fait la chirurgie esthétique, qu'il s'est laissé aller, des choses comme ça. Il est mort quelques semaines après. Regardez Zac Efron, quand il s'est fait opérer parce qu'il a eu un accident. Tout le monde se moquait de lui, c'était horrible. Arrêtez d'harceler les gens, vous comprenez ce que je veux dire ? Vous savez pas ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est passé. Regardez des gens comme Erin Moriarty de The Boys, elle aussi, lorsqu'elle est ressortie avec visiblement son nouveau visage, tout le monde s'est foutu de sa gueule, tout le monde s'est moqué d'elle, et elle en a chialé sur les réseaux. Elle a dû enlever, je crois, Instagram pendant un moment parce que tout le monde se moquait d'elle. Imaginez, vous lancez les réseaux, on vous insulte non-stop. Ce n'est pas normal. Et d'un coup, vous harcelez les gens sans raison. Et en plus, imaginez des gens comme Bella Ramsey. Bella Ramsey se fait critiquer sur son physique, et j'ai déjà défendu en vidéo, constamment. D'un coup, Bella Ramsey se fait critiquer sur son physique. Imaginez, elle fait la chirurgie esthétique. C'est votre faute. Alors pas vous, mes abonnés, je pense que vous êtes adorables, hein, mais c'est la faute de ces gens. Donc ils vont harceler une femme qui n'est pas dans les canons de beauté. Ensuite, peut-être elle va faire une chirurgie esthétique, ils vont harceler parce qu'elle va faire une chirurgie esthétique. C'est un cycle constant qui crée des complexes, qui crée des problèmes. Genre, les acteurs, c'est des humains aussi. Donc la chirurgie esthétique, moi je suis pas fan personnellement. Je trouve que ça crée des complexes, ça crée des vrais soucis pour plein de personnes et tout. Moi je suis pas fan, c'est mon avis. Mais c'est pas mon corps. Donc je m'en fous en fait. Je m'en fous. Moi, je trouve que c'est grave, pas par rapport aux gens, mais par rapport au fait de créer des complexes par rapport aux gens et l'industrie et le marketing et le fait de devoir changer de visage constamment pour être en tête d'affiche de film. Peut-être Brad Pitt, aujourd'hui, s'il n'a pas fait de chirurgie esthétique, il serait pas en tête d'affiche de F1 parce qu'il aurait l'air plus vieux, par exemple. Donc c'est un vrai souci. Soyons honnêtes, soyons d'accord sur ça. Mais il y a un moment, vous savez pas si c'est la chirurgie, vous devez pas de toute façon la harceler, vous savez pas si c'est une maladie. Et arrêtez de comparer des photos d'elle quand elle est enfant. Non mais sérieusement, ça c'est ridicule. Donc,
surtout pour une femme non blanche qui galère de plus en plus à avoir des projets intéressants, et Jenna Ortega galère, et le dit elle-même, à avoir des projets intéressants, qui fasse de la chirurgie pour avoir des projets intéressants, c'est triste aussi, et il faut critiquer le système. Mais faites pas ça. Ça, c'est honteux, c'est pas normal, et c'est des millions de likes, et je trouve que ça crée un truc envers les femmes, de manière majoritaire, soyons honnêtes, mais aussi les hommes, les exemples que je vais citer, c'est pas normal. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Pas vous, parce que vous êtes adorable encore une fois, mais quand vous voyez ça, essayez de lutter contre. Dites non, c'est pas normal de comparer à ça, c'est pas normal de dire ça, c'est horrible. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces actualités dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Twitch ou Instagram, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.